Numéro 1, mise à jour du tableau des effectifs. Monsieur Meltin. Bonsoir à tous. Tableau des effectifs. Donc les mouvements qui ont lieu depuis le dernier conseil municipal. Donc vous avez un petit récap qui apparaît derrière moi. Donc je peux vous faire le détail. Donc en résumé, il va y avoir 14 créations et 14 suppressions. Ça c'est en termes de personnes physiques. Et si on ramène ça en termes d'équivalent temps plein, on va arriver à 11,9 de création pour 12,95 de suppression. Ce qui nous fait un delta de 1,05. Donc vous trouverez le tableau sur vos tables, vous les avez mis. Donc juste une petite précision, c'est juste qu'il y a encore 3 postes qui vont être supprimés, j'allais dire, à terme. C'est qu'on a créé, aujourd'hui, on a 3 personnes qui arrivent en fin de carrière, donc soit en départ en retraite, ou soit des longues maladies qui arrivent, qui vont bientôt passer en réforme. Donc on n'a pas encore supprimé ces postes-là, parce que vous les laissez encore vivre. Et on a créé, c'est pour ça qu'il y a ce delta de 1,05. Ces 3 postes qui étaient à 80%, on va les transformer à terme à des postes de 50%. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions concernant le tableau des effectifs? Oui, parce que vous nous avez dit en commission que s'il y a 14 égale 14, voilà, il y en a quand même 3 qui sont à transfert. Tout à fait, c'est bien pour là, ça que vous ne l'avez pas dit là. Oui, c'est pour ça que j'ai précisé qu'à terme, il y aurait 3 suppressions de plus, quand les gens partiront réellement soit à la retraite, soit on appelle ça, j'aime pas le terme, moi, mais en réforme, c'est le terme technique. D'accord, mais simplement, ce que vous nous présentez aujourd'hui, à iso-paramètres, si vous voulez, il y a une augmentation de 3 personnes. À iso-paramètres, il y a une diminution, je l'ai précisé, de 1,05 d'équivalent temps plein. Donc je répète, donc vous avez 14 personnes, il y a 14 physiques, 14 fois 1, donc qui représentent 11,90 de création. Et en même temps, aujourd'hui, on vous propose de supprimer, ça fait 14 personnes physiques, effectivement, mais ça qui représente 12,95 équivalent temps plein. Donc à aujourd'hui, on a déjà une diminution de 1,05 équivalent temps plein, et à cela, on ira ajouter, dans quelques mois, quand les gens partiront réellement à la retraite ou en réforme, on rajoutera, on pourra supprimer 2,4. Il y avait des transferts à TDM là-dedans. Ah oui, mais tout à fait, donc ça c'est clair. D'accord. Qui sont dans les 14. Tout à fait, oui. J'ai pas... Mais le gain, au bout du bout, le gain sera de 1,05. Ah d'accord. Oui, c'est ce que je voulais vous dire par... Je comprends. Voilà, je sais que vous comprenez tout, M. Vatin. Non. Comme le tableau des effectifs, on l'a eu à l'instant, voilà, donc, on n'a pas pu le vérifier et effectivement on trouve confiance pour le vérifier. Juste une petite précision, ça me fait aussi l'occasion de vous annoncer pour une nouvelle RH donc, qui a pris son poste le 24, qui s'appelle Nicole Gia, après avoir fait le tour un petit peu des services, bien évidemment, et elle souhaitait, donc c'est la dernière fois que vous allez voir ce tableau dans cette forme-là, et elle souhaitait l'alléger, le faire, ce qui est tout à fait légitime. Donc voilà, donc la prochaine fois, vous n'aurez pas cette forme-là, il y aura une forme différente, certainement allégée, et donc profitez-en, c'est la dernière fois que vous l'avez sous cette forme. Donc voilà. Oui, alors simplement je rappelle, on avait toujours souhaité que dans le tableau des effectifs, vous fassiez apparaître les évolutions qui sont liées au transfert entre la mairie ici et TDM. Voilà, ce qui n'apparaît pas ici. Et je vous avais précisé que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu très peu de mouvements liés au transfert TDM et que ça viendrait polluer un petit peu le tableau. Effectivement, le jour où il y aura beaucoup de transferts, effectivement, on pourrait. Mais aujourd'hui, il y a eu 3 transferts. Il y a 3 transferts dans ce tableau. 3 transferts, ce qui a eu lieu le 1er janvier 2017. Il y en a eu quasiment une personne, je crois, en début d'année. Ça fait 4 transferts sur 300 et quelques personnes. C'est-à-dire, voilà, c'est pas assez significatif pour y consacrer une colonne complète. Mais on vous mettra toujours en commentaire, il n'y a aucun problème, monsieur Vatin. Bien. Y a-t-il des oppositions? 8 oppositions. Merci. Validation du nouveau régime indemnitaire du personnel communal, le RIPS. Alors, le RIPS 7. Ça fait longtemps que nous en avons parlé, donc je vais essayer de vous simplifier le plus possible.
Le RIF7, donc c'est ce qui découle de la loi qui a été votée par nos pairs le 20 mai 2014. En quelques mots, on révise un petit peu le régime indemnitaire. Il va donc dans ce nouveau cadre, donc la nouvelle loi prévoit de diviser le régime indemnitaire en deux parties, c'est-à-dire une partie variable, qu'on appelle le CIA, qui ne peut pas excéder plus de 10% du revenu et de l'indemnité de l'agent, et une partie, je vais dire, qui va justement, je vous en parlais dans la deuxième partie, à laquelle on met un cadre. Donc, ce qui a été fait, donc, le choix qui a été fait par les collectivités est voté à l'unanimité au dernier par nos partenaires sociaux, donc au CT. Donc, c'est qu'on a fait le choix de cette partie-là, de la partie variable, d'intégrer uniquement ce qu'on avait avant, la prime publique de service qui était, je vous le rappelle, assujettie à deux critères essentiels, le taux d'absentéisme et la baisse des charges de fonctionnement. Donc, je vous rappelle aussi pour info que cette prime allait de 120 € minimum par an, juste brut, c'est important, jusqu'à un maximum de 300 €. Pour information, en 2016, les agents ont eu 120 € pour une mini, parce que l'absentéisme, ils n'avaient pas répondu à ce critère-là, et les charges n'avaient pas été, l'économie de charge n'a pas été aussi bien qu'on espérait. Par contre, en 2017, ils ont eu 180 €. Si on se projette pour 2018, ils n'auraient touché malheureusement que 120 €. Donc ça, c'est la partie, ce qu'on appelle les parties variables. C'est un choix, d'autres collectivités ont fait ce choix-là, on fait d'autres choix, donc d'avoir cette partie un peu plus grosse. Et l'autre partie, c'est ce qu'on appelle le régime indemnitaire, et celui-ci, il y a des critères. C'est ce qui va dépendre de la fiche de poste de l'agent, de son expérience, de son expertise, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est vraiment sa fiche de poste et ce qu'il fait au quotidien. Et nous, on a essayé donc de faire ce qu'on appelle des groupes de fonctions. On a fait 7 groupes de fonctions et on a pris les agents qui, par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, on les a classés dans ces 7 groupes-là. D'autres collectivités ont fait le choix d'en faire plusieurs. On pouvait avoir jusqu'à 12 groupes de fonctions. Nous, on a essayé de simplifier ça et d'encadrer justement ce régime indemnitaire qui, avant, était un petit peu au bon vouloir de la collectivité. Et donc là, on va se retrouver avec 7 groupes de fonctions. Nous allons prendre tous nos agents et on va les classer dans ces groupes de fonctions. Et dans ces groupes de fonctions, donc vous allez avoir une fourchette et le régime indemnitaire. Vous prenez par exemple la première, qui est le groupe de fonction 1. C'est essentiellement, vous allez retrouver là les agents de catégorie C. Et le régime indemnitaire ne peut varier que de 30 à 70 €. Je le rappelle, c'est vraiment par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, c'est leur fiche de poste qui va définir dans quel groupe de fonction on va les classer. Et puis vous avez ainsi de suite jusqu'à 7, donc le groupe de fonction 2. Alors je ne sais pas si on a une diapo, si voilà, pour faire profiter le public. Groupe de fonction 2, donc le régime indemnitaire aujourd'hui est encadré, il ne pourra aller que de 71 à 180 €. Et puis je vous la fais, je vous laisse lire. Et on va jusqu'au groupe 7, c'est vraiment, on est sur le haut du panier, donc plus de 150 à 1700 €. Donc ce qu'on a essayé donc, de travailler, je vais vous rappeler aussi ce qui nous a un petit peu guidé, c'est bien sûr l'enveloppe budgétaire. Donc c'est ça qui nous a un petit peu servi à faire cette enveloppe-là. Donc on a pris tous nos agents, ça a été je tiens à remercier toutes les équipes du RH. C'est un boulot monstrueux. Derrière ça, il va y avoir 200 arrêtés qui vont être faits. On a classé et répertorié et mis donc tous nos agents dans les groupes de fonctions. Une fois qu'on a fait ça, on s'aperçoit qu'il y aura quelques agents, deux exemples précis, de quelques agents qui vont être hors cadre. Un exemple tout simple. Un agent, une fois qu'on a étudié sa fiche de poste, son ancienneté, tout ce qu'il y a, on s'aperçoit qu'il va être classé dans la catégorie, dans la groupe de fonction 2. Cet agent-là, s'il touche aujourd'hui 50 € de régime indemnitaire, de fait, il touchera 71 €. Ça,
Ils sont une vingtaine, une trentaine dans ce cas-là. Et à l'inverse, si un agent qui va, par sa fiche de poste et le travail qu'il fait au quotidien et son expertise et tout ça, il s'avère que cet agent-là, qui doit être dans le groupe de fonction 2, touche 250 €, c'est transparent pour l'agent, on ne peut pas réduire, on ne doit pas lui enlever ses régimes indemnitaires, donc il percevra un régime indemnitaire de 280 €. Par contre, il y aura une seconde ligne sur son bulletin de salaire qu'on appelle l'indemnité. Aidez-moi. Différentielle. Merci. Je ne retiens jamais le nom. L'indemnité différentielle, il y aura donc, s'il était à 250 €, on peut le faire simple à 200 €, ça va beaucoup plus vite, 200 €, il y aura 180 € de régime indemnitaire et il y aura une seconde ligne sur son bulletin de salaire de 20 € de prime. Eric ? Différentielle, merci. Un petit rappel, donc, et ce régime indemnitaire est valable 2 ans. Tous les 2 ans, on doit se mettre autour de la table avec nos partenaires sociaux et renégocier, et cette grille-là sera amenée à évoluer. Et si dans 2 ans, on révise cette grille-là, et le maxi de l'agent qui est en groupe de fonction 2, le maximum passe à 190 €, cet agent-là qui touchait 200 € de régime indemnitaire, et qui avec la mise en place du VLU7 touchait 180 € de régime indemnitaire et 20 € de prime différentielle, il touchera 190 € de prime de régime indemnitaire et plus que 10 € de prime différentielle. Pour résumer, les gens aujourd'hui qui touchent un régime indemnitaire hors cadre, j'appelle ça un cadre, verront leur salaire gelé sur X années pour retomber dans le cadre légal qu'on a défini. Alors j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai essayé de faire en plus simple, mais... C'est applicable à partir du 1er octobre, madame. Le 1er octobre. Oui. Ah oui. Donc, parce que là, les arrêtés sont pas faits. Il y aura au moins 200 minimum. Non, les filles ont commencé à travailler sans aucun problème. Donc voilà, donc c'est effectif au 1er octobre. C'est compliqué. Voilà, c'est un sujet assez technique. J'ai essayé de vous simplifier au maximum. J'espère que j'y suis arrivé. Si vous avez des questions. Oui, je ne suis pas certain que tout le monde ait bien capté le contenu, mais ce n'est pas facile à expliquer, j'en suis d'accord. D'abord, peut-être rappeler une chose, c'est que les montants dont on parle sont des montants annuels, voilà, et non pas mensuels. Ça peut un petit peu relativiser les choses. Deuxièmement, rappeler que le régime indemnitaire... Excusez-moi, M. Desglon, les régimes indemnitaires, non, c'est mensuel. Juste une précision. Les fourchettes des chiffres que vous avez, c'est mensuel. Voilà. C'est pas le même chose. 30 € de plus par an. C'est mensuel. Non, mais... Ah non, le régime indemnitaire existe aujourd'hui. Hein. Donc je vous dis, c'est mensuel. Juste une petite précision. Jusqu'à présent, le groupe de fonction numéro 1, nous on avait un régime minimum, tous les agents touchaient 28 €. On a profité pour donner un petit coup de pouce suite à des échanges avec nos partenaires sociaux. On a passé à 30 €. Mais ces fourchettes-là, c'est du mensuel. Brut. Et du survie mensuel. Présent. 2,50 €. Bien, donc, alors, ce n'était pas du tout précisé sur le document, apparemment. Non, mais traité à mais le régime indemnitaire, je parlais de salaire mensuel, c'est-à-dire. Oui, non, pour tout le monde. À l'époque, nous avions créé un régime indemnitaire pour l'ensemble des agents qui était basé sur le présentéisme. Donc ça, c'était un critère qu'on avait mis en place à l'époque. Et là, c'était semestriel. Donc c'était, je ne sais plus, 120 environ euros par semestre, non pas par mois. Voilà. Et à l'époque, donc en 2016, quand on a dû se prononcer sur ce nouveau système d'intéressement, enfin des agents au résultat de la collectivité, sur le principe général, on pense que c'est une bonne chose, effectivement, de pouvoir donner des tableaux de bord avec des critères d'objectifs à l'ensemble des agents, c'est plutôt une bonne chose. Je dirais que d'avoir voulu
réduire le nombre de critères, c'est probablement aussi une bonne chose, parce que quand on en met trop, c'est un peu compliqué, c'est complexe, et puis après on ne sait plus de quoi on parle. Simplement à l'époque on s'était abstenu sur le sujet parce que on trouvait dommage d'abandonner ce système d'intéressement au présentéisme. Et on a bien vu assez rapidement les résultats catastrophiques qui ont fait que l'absentéisme a progressé d'une manière exponentielle dans la collectivité, avec au global c'était plus 30% entre, je crois, 2015 et 2016, pour pas dire de bêtises, donc c'est ça. Voilà, donc on a là le résultat de ce qu'on a semé. Voilà, si on supprime l'intéressement direct, individuel, des gens individuels, c'est ça, sur le présentéisme, ça n'a pas eu de bons résultats. On a pu constater également que 2016 sur 2015, l'objectif de la réduction de l'absentéisme, je le dis objectif non atteint. En 2018, donc les résultats en fait de 2017 par rapport à 2016, là aussi critères absentéisme, objectif non atteint, et maîtrise des dépenses, la section fonctionnement qui est le deuxième critère, objectif non atteint. Voilà, donc je crois que là on a un petit peu le rendu de la copie. Je ne suis pas un professeur, simplement je suis un observateur. Je vois que les objectifs qui ont été donnés aux agents n'ont pas été remplis. Je n'incrimine pas les agents, parce que les agents, ils ont forcément des responsables, des rouages, et puis aussi des élus politiques qui sont là pour motiver ou démotiver. J'ai d'ailleurs appris encore le départ proche d'un agent, d'un encadrement de grande qualité qui va partir lui aussi de cette collectivité. Voilà, donc tout ça c'est bien dommage, et c'est pour ça qu'on s'abstiendra sur le sujet, sur ce vote. Bien. Je vais juste répondre sur le dernier point. Je tiens à préciser que les agents ne sont pas attachés à la collectivité. Ils ont le droit, c'est un droit qui est donné à tout le monde, de changer d'orientation, de se rapprocher de leur domicile, de s'en éloigner. C'est leur droit. Voilà. Donc, la façon dont tu le dis, ça peut sous-entendre. Voilà. Donc, c'est un libre droit à tout le monde de choisir l'endroit où il souhaite exercer ses compétences professionnelles. Juste une précision, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que M. Desmond mélange un peu tout. Juste rappeler que la mise en place du RIF7, ce que je viens de vous énumérer, donc ces fourchettes et tout, c'est pas les choix de la collectivité, c'est la loi. Et on est même un petit peu en retard. Donc ça se fait partout. Et on a un petit peu de retard. Donc c'est la loi, je vous le rappelle, c'est la loi de mai de 2014. Et on avait 2 ans pour le mettre en place, on a du retard. Donc ne mélangeons pas tout. Et une précision sur l'absentéisme, vous parlez de la prime d'absentéisme, elle est toujours là, elle n'a pas changé, sauf que, effectivement, la seule différence avec ce que vous disiez vous, c'est qu'elle était individuelle. Non, mais après, c'est des choix que je peux comprendre, mais ce prix existe toujours. J'irai même plus loin, c'est qu'on y a rajouté autre chose. On y a rajouté les résultats du compte administratif, c'est-à-dire l'économie des charges de fonctionnement, qui sont en notre sens, donc c'est l'agent au quotidien qui peut faire des économies sur le papier, sur les consommables. Donc on a été un petit peu plus loin que vous, donc on n'a pas supprimé cette prime-là, et donc c'est ce qui fait la partie variable, je vous l'ai dit en début, elle était. Par contre, effectivement, vous, elle était individuelle, nous on l'a, parce que je pense qu'un budget, c'est collectif, une personne toute seule ne peut pas tout faire, donc on l'a mis, voilà, c'est un objectif collectif, mais l'absentéisme est là, après les résultats, je vous le concède, on peut en discuter, on en discutera, mais on n'a pas supprimé cette prime-là, on y a rajouté des économies de charges sur le compte administratif, et c'est là, et voilà. C'était juste une petite précision entre la mise en place de ces grilles, de l'encadrement du régime indemnitaire, c'est la loi, uniquement la loi, après la loi vous laisse, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, nous on a fait le choix d'avoir 7 groupes de fonctions, notre collectivité en font 12, voilà, chacun... Voilà. Et juste une petite précision, donc ça me permet, vous me redonnez l'occasion de reprendre la parole, et on a chiffré ce coût de la mise en place justement de ce RIF7, il devrait se traduire par une augmentation de à peu près 33 000 € brut sur le budget 2019. Voilà. On a toujours travaillé, nous, voilà, avec l'enveloppe budgétaire, on a essayé de la limiter au maximum. Donc, sur une masse de plus de 10 millions d'euros, mettre en place un dispositif qui a été très long, et je tiens encore à remercier les services qui ont fait un boulot
monstrueux, avec un coût, 33 000 euros de surcoût sur un budget de 10 millions. Je les félicite encore. Voilà. Bien, donc je me note qu'il y avait 8 abstentions. Comme juste revenir. 30 secondes. Oui, c'est important ça, parce que là, on est vraiment sur le dur du sujet. Hein, c'est la moitié du budget de fonctionnement dont on parle. On parle de la masse salariale. Dire que vous avez maintenu la même prime, c'est pas vrai. L'absentéisme, quand il est globalisé au niveau de l'ensemble d'une collectivité, c'est absolument pas motivant pour la personne pour être vigilant par rapport à sa présence ou par rapport au travail. C'est déjà un petit peu compliqué pour le compte administratif, donc pour les dépenses, le total des dépenses de fonctionnement. Mais là, ça serait compliqué de l'individualiser, donc c'est sûr que c'est la seule solution. Mais pour le présentéisme, de l'individualiser, c'est quand même la moindre des mauvaises solutions de sensibiliser les gens sur leur poste et sur l'importance d'être présent dans la collectivité. Non, mais c'est génial, c'est un choix. Et puis juste pour clore le débat, si on peut revenir dessus, parce que c'est, voilà, vous lancez des chiffres, je vais vous en lancer un autre. Je ne sais pas si ça va intéresser l'Assemblée, mais la progression de l'absentéisme entre 2009 et 2015, elle est aux alentours de 76-77%. Effectivement, on peut s'envoyer des chiffres à longueur de journée, mais ça ne fera pas avancer le public. Voilà, c'était tout. François. Moi, juste un tout petit mot par rapport à l'absentéisme, parce que tout simplement, il y a des personnes qui s'absentent, je dirais, de façon un petit peu volontaire, et toutes les autres qui ne le font de façon totalement involontaire, parce qu'ils sont vraiment malades. Et ça, je pense qu'aussi, on peut en tenir compte dans nos discussions et dans nos calculs. Bien, 8 abstentions, y a-t-il des oppositions? Merci. Toujours M. Mefta, subvention à l'association sur le droit d'initiative économique, l'ADI. Oui, petit rappel, l'ADI, c'est une structure qui accorde des microcrédits ou même un accompagnement administratif. Merci. Donc, on a conventionné en 2015 avec cette association et on s'est engagé, ça se faisait déjà avant, hein, à chaque fois donc, le notoire du marché, c'était d'accompagner chaque projet qui se faisait sur la commune de Thiers de 2 000 euros. Donc en 2017, donc l'association a accompagné 2 projets et c'est pour ça qu'il vous est demandé ce soir de voter qui se traduisent par une subvention à l'association de 2 fois 1 000 euros. Je vous rappelle que la convention qu'on avait signée à l'époque, on plafonnait quand même les aides, on était prêt à les soutenir jusqu'à hauteur de 10 projets par an, c'est-à-dire une enveloppe de 10 000 euros. En 2017, ils ont aidé deux sociétés à se créer, donc on passe, on respecte nos engagements, donc du coup on va verser 2 000 euros de subvention à l'ADI qui correspond à 2 projets qui ont été montés en 2017. Et la question, donc voilà, avant de passer au vote, la question m'a été posée l'autre jour en commission, avant que M. Matin me la pose. J'avais pas la réponse ce jour-là, donc je vais lui répondre. En 2016, il y avait un projet, donc on avait subventionné un projet, et en 2015, également un projet. Et en avant-première, parce que la commission de l'ADI s'est réunie aujourd'hui, on passera au vote l'année prochaine. Il y a un projet qui a été retenu et subventionné pour l'année 2018, mais ça passera au vote que l'année prochaine pour 2019. Voilà. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Madame Giry, garantie d'emprunt en Auvergne-État. Oui, normalement, c'est une question simple. En fait, il faut savoir que lorsque les bailleurs sociaux construisent des logements sociaux sur une commune, eh bien, les communes sont tenues de garantir les emprunts, c'est-à-dire qu'ils se portent caution quelque part pour garantir ces emprunts faits par les bailleurs sociaux. Alors là, il se trouve qu'avec la loi de finances 2018, eh bien, il y a eu des modifications sur le montant des aides personnalisées au logement. Donc, le montant des aides personnalisées au logement ont baissé. Et de ce fait-là, pour maintenir les loyers au même niveau, eh bien, il faut qu'on redélibère sur cette garantie d'emprunt. Et cette garantie d'emprunt, au lieu de porter sur 11 ans,
on va rajouter 10 ans, c'est-à-dire que ce sera un emprunt qui sera contracté sur 21 ans. En fait, on rallonge la durée d'emprunt. Et notre garantie d'emprunt accordée à Auvergne Habitat pour réaliser les logements sociaux, comme ça s'est toujours fait depuis des années. Voilà. Donc le montant de la ligne du prêt réaménagé s'élève à 158 209,94 € et le montant initial qui avait été garanti en 2011, c'était 297 629,11 €. Voilà, et le bâtiment concerné par cette garantie d'emprunt, c'était le Haut du Val, rue de la Paix, derrière Museur. Voilà. L'opposition, l'abstention, monsieur J'avais fait simplement une remarque, trouvant que c'était étonnant la baisse des APL réduite qui entraîne le doublement de cet emprunt de 10 à 21 ans. Non, ça m'avait étonné et je pense que ce n'est qu'une partie du problème, c'est tout. C'est pas justifiable. En fait, même apparemment, ça ne couvre même pas tout. Le fait de prolonger l'emprunt de 10 ans, eh bien, en fait, apparemment, même ça ne couvrira pas tout. En fait, ils obéissent à la loi, c'est tout. Et nous, on accepte de prolonger cette garantie d'emprunt. On propose d'accepter de prolonger cette garantie d'emprunt aux bailleurs sociaux. Très bien. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Dossier suivant, autorisation d'ester en justice concernant la station d'épuration. Stéphane Baudier. Bonsoir. C'est un dossier qui concerne la station d'épuration. Vous savez que nous avons une serre solaire qui était chargée du traitement d'égouts, qui a marché très mal depuis le début, et donc nous sommes allés en justice pour essayer de récupérer des fonds et afin de trouver une autre solution pour la suite. Alors, cette autre solution, nous l'avons déjà mise en place. Vous avez certainement noté cette année, durant l'été, que les odeurs qui étaient récurrentes dans les étés précédents ont disparu. Donc nous avons déjà bien avancé sur ce dossier. Par contre, en première instance, nous avions obtenu 1 232 526 € de dédommagement et en seconde instance, nous avons obtenu 569 266 €. Donc vous voyez qu'il y a une forte différence et notre avocat nous a conseillé d'aller devant le Conseil d'État pour essayer de casser ce jugement. Voilà, et donc il est demandé au Conseil municipal de permettre au maire de pouvoir aller au Conseil d'État. Alors, je vais en profiter aussi pour parler d'un autre sujet qui concerne l'eau d'une manière générale, puisque, comme vous l'avez remarqué, nous sommes avec des niveaux d'eau qui sont extrêmement bas sur l'ensemble des rivières et l'ensemble des sources. Alors, vous le savez certainement, nous avons deux sources d'approvisionnement de tiers, Felay et le barrage de la Murate, enfin, à côté du barrage de la Murate. Jusqu'à maintenant, nous prélevions le gros de notre source à Paladuc pour les 2 tiers et pour 1 tiers à Felay. À l'heure actuelle, nous sommes obligés de faire exactement l'inverse, de prélever les 2 tiers en eau à Felay et 1 tiers simplement du côté de Paladuc. Si cette situation perdure du côté du barrage de la Murate, nous avons à peu près 15 jours d'approvisionnement en eau seulement. Alors, depuis 2003, dernier épisode où la ville a connu d'énormes problèmes, nous avons quand même bien avancé sur le dossier, puisque si nous n'avions pas mis en place une sécurisation permettant à l'eau de remonter du bas vers le haut, à l'heure actuelle, nous serions déjà à sec. Donc je demande à tous les Tiernoises et les Tiernois, et je demande particulièrement à la presse de relayer cette information, de faire l'économie de cette eau, parce que l'eau est un bien commun, un bien rare, un bien qu'il faut protéger. Donc je reviens sur la décision actuelle. Il vous est demandé au maire d'ester en justice. Y a-t-il des questions? Juste par rapport donc les travaux ont été faits pour limiter les odeurs. Par contre, l'efficacité est peut-être un peu juste, parce que sur les 15 derniers jours, là,
les riverains ont eu quelques nuisances quand même. C'est deux choses différentes. Il y a les odeurs qui sont dues au goût et les odeurs qui sont inhérentes à, on va dire, une station d'épuration. Effectivement, il reste encore des odeurs, mais qui, dans l'ensemble, sont beaucoup plus contenues qu'elles ne l'ont été par le passé. Alors, je sais que ceux qui sont vraiment les plus proches de la station d'épuration en ressentent, on va dire, le caractère nocif. Peut-être aurait-il fallu s'interroger à l'époque sur le choix de l'emplacement, un peu trop près, à mon avis, des zones urbanisées. Mais dès à présent, nous n'avons plus les odeurs que nous avons eues sur la zone, on va dire, de Carrefour. Ça, c'est déjà un problème de résolu. Voilà. Sur juste la remarque que vous avez faite sur l'eau, effectivement, c'est mon métier, je vis grâce à l'eau aussi, donc c'est quelque chose de très dur. Et aujourd'hui, vous parlez de 15 jours de stock au barrage. 15 jours, c'est à peu près la lisibilité de météo, et on n'a pas de pluie dans les 15 jours qui arrivent. Donc effectivement, la presse, vous pouvez relayer l'information. Je tiens à rappeler qu'il y a un arrêté préfectoral qui a été pris, Stéphane, qui interdit tout arrosage, remplissage de piscine, lavage et tout, de 8h le matin jusqu'à 20h. Donc c'est vrai qu'on est en période, il y a des communes sur le secteur qui sont déjà en pénurie. Donc il faut vraiment être très très vigilant sur la consommation. Voilà, y a-t-il des oppositions, des observations, abstentions? Merci. Toujours Stéphane. Le deuxième point concerne territoire zéro chômage de longue durée. C'est un point que nous avions déjà traité l'an dernier, puisqu'il s'agit d'un plan de financement reconductible année après année. Donc il s'agit simplement du plan de financement de cette année pour financer le poste d'un agent permettant au comité local pour l'emploi de fonctionner. Alors je rappelle que territoire zéro chômage de longue durée est assis sur deux jambes. On va dire l'entreprise à but d'emploi, Actipoëtière, qui recrute un certain nombre de personnes au chômage de longue durée qui habitent les deux quartiers politiques de la ville. Et à ce stade, à la fin de l'année, Actipoëtière aura recruté à peu près 80 personnes. Il nous reste encore un effort important à fournir pour essayer d'atteindre ce que l'on appelle l'exhaustivité, c'est-à-dire permettre sur ces deux territoires, quartier politique de la ville, l'extinction complète du chômage de longue durée. Alors, on sait que nous sommes loin encore du compte, puisque sur, on va dire, l'ensemble des deux quartiers politiques de la ville, il y a à peu près 200-250 personnes privées d'emploi durablement au chômage de longue durée. Et l'idée est que dans les prochains mois, vous avez certainement entendu cela dans les annonces faites par le président de la République lors de son plan de pauvreté, une deuxième loi soit votée permettant à 50 territoires, donc à l'heure actuelle 10 territoires seulement ont été choisis pour participer à territoire zéro chômage de longue durée, dont Thiers, et qu'à terme il y ait donc au moins 50 autres territoires, et peut-être avec des améliorations ou des changements dans la loi actuelle pour nous permettre justement d'avancer un peu. Alors, le plan de financement est exactement le même que celui qui avait eu lieu l'an dernier. Nous avons une demande de fonds leader, nous avons des subventions de la Fondation de France et un reste à charge, un autofinancement de 5 586 €. Y a-t-il des questions? C'est pour une année, donc forcément pas. Oui, simplement une remarque sur ce système qui est en place à Thiers à titre expérimental et qui nous a plutôt paru intéressant. Simplement, je suis toujours un petit peu en attente quant à l'idée d'origine qui était de dire par rapport au financement, qui autrefois venait de beaucoup de sources, des financements qui aujourd'hui permettent à des gens qui n'ont pas de travail d'avoir les minimums sociaux, etc. Donc c'est de l'argent qui vient de l'État, de Pôle emploi, des conseils départementaux et sûrement encore d'autres pistes.
Et l'idée de ce projet, c'était de dire, les gens qui aujourd'hui sont chez eux sans emploi et qui ont de la peine à en trouver, peuvent en trouver, et l'argent qui servait à les payer, entre guillemets, tout en ne travaillant pas, servira à les rémunérer avec des compléments liés aux facturations du travail fourni. Simplement, il était prévu que tous ces financements-là devaient retrouver des nouvelles affectations pour tomber vraiment dans la marmite qui allait permettre de les rémunérer. Or, c'est encore toujours une subvention de l'État qui produit ces recettes. Et je trouve que c'est dommage que ça tarde à venir. Je sais que c'est pas facile à faire bouger des tuyauteries dans ce pays, mais voilà, je trouve que c'est la chose pour laquelle il faut vraiment travailler, parce que si c'est que des dépenses en plus, c'est quand même un peu embêtant. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisque déjà le conseil départemental, les conseils départementaux d'une manière générale, abondent le fonds d'État. Donc déjà, on a des tuyauteries qui ont été débranchées, on va dire, au niveau local pour être rebranchées sur le fonds d'expérimentation territoire zéro chômage de longue durée. À l'heure actuelle, une étude a été faite sur les différentes économies réalisées par les différentes administrations, institutions et au-delà, parce que la CAF et d'autres institutions, bailleurs sociaux, etc., font des économies. Et nous sommes, dans les derniers chiffres qui ont été travaillés au niveau du Fonds national, nous sommes au-delà de ce que nous pensions économiser, c'est-à-dire que nous pensions économiser 18 000 euros, et nous sommes au-delà de ces 18 000 euros. Alors, simplement dire que c'est une expérimentation, que tous les territoires sont très différents les uns des autres, c'est-à-dire que dans l'ensemble de ces 10 territoires, Thiers a des caractéristiques propres, caractéristiques à la fois très positives, on va dire un bassin industriel, des connaissances au niveau de l'industrie, et des caractéristiques qui sont plus difficiles. Nous sommes le territoire le plus pauvre de l'ensemble des 10 territoires, c'est-à-dire que le revenu médian des familles sur le territoire thiermois est le plus faible de l'ensemble des 10 territoires retenus. Nous sommes aussi le territoire avec le moins de diplômes de l'ensemble des 10 territoires, donc ça fait des difficultés qui sont peut-être plus importantes pour ce territoire que pour d'autres. Après, nous sommes aussi l'un des territoires qui avons le plus recruté, et donc c'est une source de satisfaction pour moi, puisque nous sommes, après Lille et après, de mémoire, Pipriac, nous sommes le 3e territoire à avoir le plus recruté à ce stade. Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, et c'est un nous véritablement collectif, puisqu'il rassemble évidemment la municipalité, le département, la région, l'État dans ce combat. Véritablement, c'est un nous collectif, et je crois qu'il y a assez peu, on va dire, de raisons de s'auto-féliciter collectivement pour le faire aujourd'hui. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci.